Oui, j'étais partie pour travailler dans la haute fonction publique. Tout pareil. On a mal tourné. Quoi ? Ouais. On a mal tourné, toi. On a mal tourné, ouais. Non, on a bien tourné, au contraire. Tu t'imagines ? Tout est question de perspective. Bon. J'ai l'impression qu'on est des petites filles sages qui sont devenues des sales gosses. Non, moi j'ai toujours été sale gosse. C'est ouf. Au contraire, je m'assagis grave. Marie Saint-Filtre est la nouvelle invitée de Sois gentille, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je triche, car de son propre aveu, Marie Saint-Filtre a toujours été une sale gosse. L'occasion pour moi, l'éternelle petite fille sage, de prendre une leçon d'audace et d'indépendance. D'ailleurs, on commence par le vif du sujet. Celle qui s'invite et s'infiltre partout, par défi ou par envie, me raconte son rapport à l'humour et à la désobéissance. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois gentille, dis merci, fais un bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Marie comment ? Marie Saint-Filtre. Tu veux un nom de famille, Saint-Filtre. Ma mère s'appelle Saint-Filtre, mon père s'appelle Saint-Filtre. je sens que c'est un pseudonyme. Non, insultez pas comme ça mes parents, c'est honteux. Pierre Saint-Filtre, Martine Saint-Filtre. Alors, t'as une chaîne YouTube dans laquelle tu fais des infiltrations, donc. Comment ça t'est venu, ce concept d'aller juste cracher des endroits plus ou moins festifs? Ouais. Dans la catégorie moins festive, je mettrais les manifs pour tous et les rassemblements politiques. Au contraire, c'est un grand feu de joie. Franchement. Non, ça reste festif, hein, même quand c'est pas joli. Mais ça t'est venu d'où ? Enfin, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? Ça a été assez spontané, instinctif et naturel. Hein. J'avais tendance à m'incruster depuis toujours. Et donc, j'ai décidé d'en faire un truc un peu artistique, quoi. Tu vois. C'est-à-dire, c'est quoi le premier événement dans ta vie où je m'incruste ? Ouais. Je me suis incrustée dans beaucoup d'endroits. Quand j'y pense, dans beaucoup d'endroits. Déjà petite, j'adorais aller dans des endroits où j'étais pas invitée, aller à des fêtes où j'étais pas invitée. J'y trouvais un certain plaisir. Et j'ai toujours aimé aussi prendre un rôle, aller dans des événements différents et sans qu'on m'y attende et rigoler de ça. C'est vrai. Mais alors, ça, c'est un truc... Moi, c'est l'inverse, en fait. Je suis tétanisée à l'idée d'être quelque part où j'ai pas le droit d'être. Ah ouais ? Ah ouais. Ah, moi, je trouve ça hyper grisant, au contraire. Je trouve ça fantastique d'être à un endroit où personne ne t'attend et personne ne te désire et de l'imposer avec tellement de naturel qu'ils peuvent pas faire autrement. Tu vois ou pas ? Oui, mais surtout que tu fais de mal à personne. Parce que... Enfin, il y a pas un endroit où... Enfin, je t'ai jamais vu, je sais pas, t'incruster à un enterrement... non, j'ai quand même une certaine moralité. Voilà. Je veux dire, quand tu t'incrustes au salon du mariage, je veux dire, qui je blesse, on blesse toujours. C'est vrai ? On blesse toujours un peu. Mais on blesse pas au-delà d'une limite morale, je pense. Qui est aussi instinctive, tu vois. On blesse toujours quelqu'un. Quand on dit à des couples qui sont des mythos, je suis désolée, c'est pas sympa. Donc, je suis obligée de blesser parce que pour pouvoir rire, il y a une certaine... je commence à comprendre le mécanisme du rire que je ne connaissais pas. Et donc, dans le rire, il y a une certaine... il y a quelque chose de mal. Tu montres quelque chose de mal. Et c'est là que se crée le rire mécanique. Mais il ne faut pas que cette sorte de méchanceté, mais qui n'est pas dépourvue de bienveillance, hein, cette sorte de méchanceté, soit dépasse l'aspect comique. Quand ça dépasse l'aspect comique, c'est plus drôle du tout. Donc c'est sur cette tension qu'il faut jouer. Et qui est difficile à trouver. Et parfois, je fais des choses que je regrette dans les tournages et que je suis obligée de supprimer parce que moralement c'est pas acceptable. Voilà. Et je dois m'excuser, etc. C'est-à-dire que parfois, prise dans mon élan, je me rends compte que j'ai dépassé une limite morale
et je m'excuse tout de suite auprès de la personne, etc. hein. C'est-à-dire que par exemple, tu dis quelque chose qui est plus méchant que drôle. Ouais. Ok. Et tu t'en rends compte comment? Et je m'en rends compte soit sur le moment, soit après, quand on commence à regarder le truc là, comme on appelle les rushs. Quand on dérush, je me dis ah ouais, là, ça t'enlève tout de suite, c'est honteux. C'est juste honteux. Mais c'est marrant aussi de voir ça. Mais bon, de manière générale, ça se passe plutôt bien quand même. Je suis gentille. Et alors, c'est quoi je sais pas, en grandissant, quand tu faisais ça, avant qu'il y ait les caméras et les micros, Ouais. je sais pas, c'est quoi les endroits les plus marquants dans lesquels tu t'es incrustée? Il y a eu pas mal de choses. En fait, j'ai été éduquée par mes frères qui ont ce tempérament-là aussi. Donc, donc comme j'étais enfant, je voyais pas la folie que c'était, mais rapidement, j'ai fait des trucs un peu fous. J'allais dans des mariages où on connaissait carrément personne. Enfin, tu vois, même pas un ami d'amis. J'ai des soirées très privées, des trucs comme ça. Enfin, après, ça a évolué avec l'âge. C'est-à-dire, à chaque âge, j'avais mon incruste. Mais ouais, j'adore ça. Les mariages, ça dit quelque chose quand même. Que tu puisses passer inaperçu dans une endroit. Les mariages, c'est marrant quand même. C'était forcément ami d'amis, et en fait, ouais. non. Personne ne remarque. Bah non, personne ne remarque. Tu t'imagines bien, soit c'est d'un côté, soit c'est de l'autre, de toute façon. La fille a l'air normale. Tu vois, quoi. Elle est habillée, enfin, tu peux pas aller la pointer du doigt et dire qu'est-ce que tu fais là. Donc tu kiffes. Alors, on va dérouler un petit peu ton parcours. Ouais. Le principe de sois gentil, dis merci, fais un bisou, c'est que je te demande de choisir des questions avant de faire l'interview, ce que tu as fait. Mais la première question... Je stresse. Pourquoi tu stresses? Je stresse. J'aime pas les questions. T'aimes pas mes questions ou t'aimes pas les questions en général? Non, mais elles sont dures tes questions. Hein. On peut s'emballer dans des trucs introspectifs, chiants. Mais comment est-ce plein de, tu vois, plein de complaisance, relou quoi. Bah, comment est-ce qu'une question autobiographique que tu choisis peut être Parce difficile? que le pire, je ne veux pas tomber dans un truc de l'artiste qui est la complaisance. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ces artistes qui disent oui, donc à 4 ans, j'ai commencé à nourrir. J'en ai peur. Parce que d'accord. Tu vas rapidement. Ben, en fait, je pense qu'il suffit de rester sincère, tu vois ce que je veux dire? C'est de pas... Ouais, mais tu peux être sincère et complaisant. La première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand t'avais 7 ans? J'étais douce. Ça veut dire et quoi? Folle dingue. J'étais douce. J'étais une petite fille douce. Mais bien folle dingue. Bien excentrique quand même. J'ai jamais été timide. Et j'ai toujours adoré le spectacle. Voilà. Et ça devenait d'où, tu penses? Ça me vient... ma mère est un peu comme ça. Elle est assez dans la représentation et dans l'excentricité. Elle a un rire qu'on reconnaît dans tout Paris. Elle a le rire le plus dingue et le plus, comment on dit, communicatif qui soit. Et elle peut en être gênante. Donc j'ai ma mère, et puis on m'a toujours appris à ne jamais avoir honte et à ne pas être timide. C'était la priorité. Jamais avoir honte de quoi que ce soit. Même dans les grosses hontes. T'as pas honte. Et donc ça m'a permis d'être assez libre quand même. Voilà. Et en grandissant, enfin dire au collège, au lycée... Assez indisciplinée, très indisciplinée. Ouais, j'aime bien désobéir. Très indisciplinée, mais quand même bonne élève. La relou, quoi, que les profs détestent, tu vois pas, qui ne permettent pas d'être crédible en conseil de classe. Voilà. Et c'était quand la première fois que tu as formulé une ambition professionnelle? Je crois qu'à 5 ans aussi, non, peut-être 6 ans, et pendant longtemps, hein, j'ai fait un pari avec mon frère où je lui disais que quoi qu'il arrive, je serais fermière. Fermière. D'accord. Voilà. Pourquoi fermière? Pourquoi fermière? C'est un moment où on avait commencé à acheter un lapin. On en a acheté un deuxième de mâle. Raoul et Bernard. Et Raoul s'est avéré être Raoula au bout de 2 semaines. Accouchement, etc. Donc on a eu 40 lapins sur le balcon. Je
je m'en suis occupée comme une véritable fermière et j'ai compris que c'était vraiment une vraie vocation en moi d'être fermière. Et puis j'étais très petite maison dans la prairie, etc. J'adore ce mythe-là. Donc voilà, je suis fermière. Donc va falloir qu'on recolle un petit peu les étapes puisque du coup t'es pas tout à fait devenue fermière. Je suis fermière et voilà quoi. Alors, ok, d'accord. Première ambition professionnelle, tu dirais que c'est ça. Et après, à l'école, est-ce que j'imagine que tu as eu d'autres inspirations parce qu'on est quand même loin je de voulais être président de la République. Oui. Hein, et ça, sans passer par d'autres cases, quoi. C'était président de la République. Et donc, pour ça, fallait pas déconner. Donc, j'ai tout mis en œuvre pour être président de la République. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as mis en œuvre ? Je me suis dit que déjà, pour être président de la République, il fallait être balèze, intellectuellement parlant. Donc, j'ai commencé par une hippocane, une cagne, parce que je voulais être normalienne. Je voulais pas être une présidente de la République qui avait fait Sciences Po, je voulais être une présidente de la République qui avait fait Normal Sup. Bon, j'ai raté Normal Sup. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'ai Sciences Po. Donc j'ai eu Sciences Po. Et après, je voulais faire l'ENA. Mais entre-temps, il y a eu une embûche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai fait un cours de théâtre par hasard. Par hasard ? Par hasard, total. J'ai eu un stage gratuit au cours Florent en juin. Et j'ai fait mon stage. Et premier jour, je me suis dit, oh putain, je suis dans la merde. C'est la merde. Pourquoi c'est la merde ? C'est la merde. Premier cours, cours où on t'apprend à dire comment tu t'appelles. Tu vois ou pas ? Ouais. Un cours d'un basique avec une impro, etc. Et là, je me suis dit, oh, je suis finie. Je suis finie. Pourquoi ? Je suis finie parce que j'ai découvert un truc beaucoup trop tripant. Beaucoup trop tripant pour moi. Et là, j'ai... Bouleversement et... Qu'est-ce que je vais faire ? La cata, quoi. Donc là, t'as quel âge ? On est en juin de... J'ai 24. D'accord. 25, 24. Donc c'était il y a 3 ans. D'accord. Donc j'ai 24. En septembre, je rentre en pré-péna. Youpi. Et là, je me dis, bon, je vais quand même faire des cours du soir. En théâtre, donc au théâtre. Pré-péna en journée. Pré-péna journée, théâtre le soir, normal. Oui, donc t'as dormi environ 2h30 par oui, mais semaine. Ça a duré exactement 2 semaines, pour le coup. Ça a duré 15 jours. Donc là, nouvelle crise, parce que pendant l'été, j'étais persuadée de pouvoir réussir les deux. De mener les deux... En fait, si tu veux devenir présidente de la République et que t'es sérieuse, je pense que tu peux faire l'ENA, pré-péna et des cours de théâtre. Complètement. Voilà, ça me paraît... Complètement, c'était rien. J'ai un président de la République, ça dort 4 heures ou Bien 3 sûr. heures par nuit. Donc, mais le problème, c'est qu'au bout d'une semaine, je révise beaucoup plus mes cours de théâtre qui servent à rien, parce qu'il faut quand même se le dire, qui ne me servent à rien, parce que j'ai même pas d'examen au conférence, j'ai rien. Mais je les révise avec une telle ferveur que mes finances publiques. Là, c'est sûr qu'il y a eu un moment, la proportion s'est faite, et puis j'étais fatiguée. Donc, j'ai décidé d'arrêter ma pré-péna. Adios. Et je me retrouve encore Florent. J'ai eu un choc, je me retrouve avec des mecs de 18 ans, la moitié sont des fils à papa qui n'ont pas eu le bac, et donc ils sont là pour avoir un quelconque avenir professionnel. Et je suis pas si bonne en plus. Enfin, j'ai quand même un certain talent. Pourquoi tu dis je suis pas si bonne ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je débute, donc je sais pas vraiment ce que c'est que le théâtre. Je sais pas vers où aller, en fait. Tu vois ? Je sais pas vers où aller. Je commence à faire des concours pour avoir des écoles nationales, des trucs. Je me plante, c'est pas du tout ce qu'il faut. Je commence à appréhender le métier d'acteur. Je sais pas trop. C'est un moment de crise, quoi. Gros moment de crise. Qu'est-ce que je fais dans ma vie, là ? Je vais devenir une comédienne, je vais faire des castings. Je peux pas faire ça. On m'a pas appris à faire ça. Ah, parce qu'on t'a pas appris à faire ça. C'est ton... Parce que je peux pas, comme ça, me battre
dans ce métier, à passer des castings. J'ai pas assez de talent pour. Il faut que je trouve une solution rapide et efficace pour pouvoir jouir de ce métier rapidement et avec une grande liberté, quoi. Ça voulait dire quoi pour toi? Ça voulait dire créer et faire tout par soi-même. Ça, j'ai eu du temps à m'en rendre compte. Hein. Il faut du temps à comprendre ça. Tu vois? Et là, fin de l'année, je lance une première vidéo par hasard. Et là, ça a commencé à être frénétique. J'en ai fait dans tous les sens. C'était la folie. C'était quoi ta première vidéo? C'était sur un camp de migrants qui dans le 16e arrondissement. Donc là, je commence à développer après autour de ça le principe de Marie Saint-Filtre, son identité, etc. Et voilà. Et après, j'ai écrit mon spectacle très rapidement parce que je voulais vite faire de la scène, parce que c'est ça que j'aime. C'est quand même le théâtre avant tout. Et voilà, c'est un kiff, quoi. C'est un kiff immense. Je suis vraiment à ma place. C'est allé extrêmement vite, j'ai l'impression. J'ai tout fait pour. C'est allé très très vite. Et ça va encore très vite et je ne laisse pas le choix à ce que ça aille lentement, sauf s'il faut du temps pour créer quelque chose, une œuvre. Mais sinon, je vais à tout azimut parce que je veux avoir le plus de liberté possible. Et pour avoir le plus de liberté possible, il faut beaucoup travailler. Voilà. Le côté travail, je l'ai. Tout le monde dit ça, il faut beaucoup travailler. Et je reste fascinée par les gens qui ont la capacité de passer de l'idée aux actes, à l'action. Pour moi, il y a un énorme mur entre les deux, c'est la peur. la peur de se planter, évidemment, mais aussi la peur de réussir. Parce que une fois que tu te lances dans quelque chose et que tu commences à avoir de la popularité, il y a une pression, il y a des gens qui regardent, tu vois. Ouais. Et t'es en train de froncer les sourcils en m'écoutant. Ouais, c'est donc un concept étranger pour toi. Très bien. Ouais, c'est assez étranger. Et donc, comment ça se passe dans ta tête? C'est quoi ton process, tu vois? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre un moment où tu es en train de chercher comment devenir comédienne, comment jouir très vite de ce métier, comme tu disais, et le moment où tu publies ta première vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je travaille beaucoup le théâtre. J'apprends beaucoup de textes. Je commence à comprendre ce que j'aime et qui je peux être sur scène. Donc ça, c'était important. Et en même temps, sans avoir une quelconque idée, que je ne peux pas être une comédienne ordinaire parce que je ne peux pas supporter le fait de passer par des étapes dans ma vie, de manière générale. Je suis très impatiente et je ne supporte pas l'ordre établi. Donc, à partir de ce moment-là, moi, le principe de faire la queue, tout ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Voilà. Et je respecte les gens qui le font parce que moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Donc, les personnes qui ont confiance dans les étapes qu'il faut franchir et dans le temps long, je les respecte énormément parce que moi, j'ai la peur folle que ça s'arrête demain. Alors, ça veut dire que tu traces ton propre chemin, ouais, sans filet à chaque fois. C'est toujours le chemin le plus court pour aller au point B, c'est la ligne droite. C'est la ligne droite, j'y vais. Ouais. Et le point B, le mettre le plus haut possible. Toujours très très haut. Les ambitions très très hautes. Parce que si tu vises la lune, t'as au moins... Non, je dirais même, si tu vises les étoiles, t'as au moins une petite lune qui se balade. Alors que si tu vises la lune, t'as quoi? T'as un vieil oiseau. Ok, je l'avais jamais entendu dans ce sens-là, mais d'accord, je prends. Tu vois? On veut pas du pigeon. On veut la lune. C'était quand la première fois que tu as pensé par toi-même? Je dirais, c'est quand j'ai commencé à m'interroger sur l'existence de Dieu, de la mort, etc. C'était à quel âge? Très petite. Avec mon frère aussi encore. Je parle beaucoup de mes frères aujourd'hui. Dans sa chambre, je disais, mais c'est quoi exactement Dieu? Mais franchement, tu penses que ça peut exister? Et je ne comprenais pas encore qu'on puisse penser que ça puisse exister. T'avais quel âge environ? À 4 ans et demi, 5 ans, je pense. Ouais, et la mort, je pouvais pas. La mort, j'ai toujours pas fait le deuil de la mort. Voilà, j'ai très peur. J'ai peur de mourir toutes les secondes.
Ah, c'est peut-être pour ça que tu vas aussi vite alors. Ouais, bien sûr. Ah, c'est une très bonne motivation. Bien sûr. Je ne veux pas mourir. Oui, mais c'est intéressant parce que je connais d'autres gens qui ont cette peur-là, la peur de la mort, et c'est l'effet inverse sur eux, ça les paralyse. Il y a un côté, je peux rien faire, et surtout pas de long terme. Parce mais que attention, parce que j'ai peur de la mort, mais j'ai le goût du risque. Enfin, je veux dire, j'adore le risque. Même, je suis assez casse-cou. Qu'est-ce qui t'attire dans le risque ? Je trouve ça très grisant à la fois dans le risque physique, enfin dans le risque, j'aime la vitesse et tout. J'adore. J'aime la vitesse. Et à la fois dans le risque, j'aime le fait qu'il y ait un danger. J'ai tellement peur de la mort que je joue avec elle. C'était quand la première fois que tu as dépassé un obstacle ? Bah non, c'est quand j'ai raté Normal Sup et que je me suis dit je vais tous les niquer, je vais avoir Sciences Po. Et j'étais bien niquée. C'était quel concours première année, deuxième année ? Quoi ? À Sciences Po Paris, c'était t'es rentrée en quelle année ? Je suis rentrée en master. Ah oui, d'accord, oui, ok. Ah oui, parce qu'en plus, pour encore plus niquer le système, j'ai eu une licence de... Je suis rentrée directement en licence de droit à Assas, chose qui n'arrive jamais. Donc à un moment, en l'espace de 5 ans, j'étais vraiment surdiplômée pour rien. J'ai adoré. Ensuite, si t'étais restée sur présidente de la République, t'avais le CV... presque parfait. T'avais un CV solide, ouais. Presque parfait. Après, je m'étais chauffée pour passer à Harvard et tout. Non, mais j'avais des trucs, hein. Presque pas. Une belle entourloupe, ça, regarde. Mais pourquoi tu voulais tous ces diplômes ? Bah pour kiffer. Pour qu'on ne fasse pas chier. Dans la vie, il faut jamais qu'on te fasse chier. Un diplôme, c'est une manière de dire, toi, tu vas pas me saouler. J'ai mon diplôme. Et tu t'en sers aujourd'hui ? Genre, il y a des gens qui te renvoient à ok, t'es une meuf qui fait le clown sur YouTube, donc forcément t'es pas très fut-fut. Non, et je pense que je parais comme une fille assez intelligente, merci. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours un mythe, le mythe Sciences Po. Elle a fait Sciences Po, donc elle est pas trop con. Je dirais mieux, je suis pas trop con et Sciences Po a eu le mérite de m'avoir. et je vous emmerde. C'est important, ça. Ça change des meufs qui s'excusent d'exister, hein. T'es rafraîchissante. Ah ouais, non, j'ai un vrai bon narcissisme. Hein. Ah ouais. J'ai l'impression que tu me mets au service c'est pas un narcissisme, de défoncer la peur, quoi. Quoi ? J'ai l'impression que tu me mets au service de défoncer la peur, défoncer les obstacles. Non, je pense qu'il faut avoir une valeur... il faut avoir la bonne valeur de ce qu'on est. Pas trop haut et surtout jamais trop bas. Enfin, vraiment, s'il n'y a pas un... Enfin, pour moi, il n'y a pas plus grave que les gens qui se sous-estiment. C'est très grave. Je trouve ça vraiment grave. C'est-à-dire que dans la vie, on a la chance de vivre des choses bien et de ne pas les voir, ça... Je comprends pas les gens qui font ça. Comment tu fais, toi, pour avoir la bonne estime, le bon niveau d'estime ? Bah déjà, je suis entourée par un entourage qui me fait pas de cadeaux et qui sait toujours me remettre à ma place, parce que c'est vrai que j'aime bien de temps en temps me sentir flamboyante, je dirais. Et pour pas passer la barre trop bas, je pense que je suis assez reconnaissante de ce que m'offre la vie et de ce que je cherche à avoir quand même. Rien n'est gagné, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites et c'est cool. C'est cool. Franchement, ma vie, elle est cool aujourd'hui. Et j'ai fait des choses sympas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il me reste à faire des choses beaucoup plus sympas et beaucoup plus grandes, mais pour le coup... franchement, c'est sympa, quoi. Donc, t'arrives aussi à faire ça, t'arrives à regarder où t'en es et à apprécier tes victoires et tes réussites. Pas assez, parce que je veux tellement avancer vite que pas assez. Mais ouais, parfois, quand même, on travaille à deux, j'ai un associé. Je lui dis, bon, viens, on va fêter un truc, quoi.
On n'a pas grand-chose à fêter, mais bien à fêter. Ça se passe bien, quoi, en ce moment, c'est cool. Et pourtant, on se bat comme des fous furieux. C'est une bataille. Hein. C'est sans doute ça, le bon équilibre. Hein. C'est travailler comme si il y avait à chaque fois tout à faire. Et il y a à chaque fois tout à faire. Célébrer comme si on venait à chaque fois de passer une étape exactement. Décisive. Mais il y a à chaque fois tout à faire. Tout. C'est infini. C'est infini. C'est bon. Hein. Et donc, par exemple, quand tu bosses sur une nouvelle vidéo, c'est quoi le travail qu'on voit pas? Parce que du coup, moi, je vois que le résultat final. Je vois une vidéo de, je sais pas, 4 ou 6 minutes. Énormément de travail en amont, je préfère quand même le dire. Non, parce que là, il faut pas qu'on croie que de 8h à 20h, je travaille sur mon sujet. Non. C'est pas non plus... je décide d'un sujet qui interpelle. Et ça demande de trouver le bon sujet. Et le bon sujet, il demande pas beaucoup de travail, en vrai. Hein. Il demande juste un peu de flair. Donc, anticiper le bon sujet qui va interpeller, interroger et en même temps toucher un maximum de personnes. Et ça, c'est vrai que souvent, c'est pas facile. Et souvent, je fais pas ce choix-là. C'est-à-dire ? Je fais pas souvent le choix ça va toucher un spectre large. Je fais plus souvent le choix de qu'est-ce qui me fait kiffer en ce moment ? Qu'est-ce qui me fait rigoler en ce moment ? Et ça se voit. Ça se voit quand je suis égoïste là-dessus, mais bon, on s'en fout. Donc après, je choisis le sujet. Et là, je définis 3 problématiques assez larges. En gros, là, par exemple, j'ai fait un sujet sur les contractuels à Paris. Sur les contractuels aujourd'hui à Paris qui mettent des PV dans tous les sens. Il y a un truc fou quand même. Il y a des scandales. Tu payes ton parc-mètre, t'as quand même 40 PV. Les PV coûtent 50 €. La fourrière dans tous les sens. Enfin, il y a une vraie frénésie là-dessus et on peut plus circuler à Paris. Et je me suis dit, bon, c'est quoi le problème ? Donc le problème, c'est que ça crée quand même une hystérie collective et que c'est un truc qui rend les gens fous. Et ce qu'il faut montrer, c'est la folie. Donc la folie, je la montre comme ça. Et après, j'ai 2-3 pistes de réflexion. Et sur le moment, je regarde mes 3 pistes. Et je me dis, donc pour montrer ça, je vais faire ça. Et c'est assez spontané. C'est toujours assez spontané. Et c'est ça qui est marrant. Et t'as besoin de passer, par exemple, sur une vidéo comme ça, tu vas passer combien de temps sur le terrain à faire des intros ? Sur le terrain, oui. Sur le terre-terre. Paris sauvage. Ça dépend. Très peu de temps, rien. Il faut que ce soit des coups fulgurants. J'aime pas refaire. Déjà, je refais jamais une vanne. Je supporte pas ça. Donc, ça dure en gros 1h30, mais souvent 1 heure de tournage, 1h30. Mais souvent, après, je m'arrête et je me rends compte, il me faut une journée pour me dire « Ah, mais ça, il faut y penser, donc j'y retourne. » D'accord. Deuxième passage. Ouais, je fais souvent un deuxième passage. Et alors, comment tu rentres dans ton personnage, en fait, le personnage de Marie Saint-Filtre ? C'est compliqué parce que j'adore rigoler. J'adore rigoler. C'est qui ? Comment tu l'as décrit ? Elle tente d'être une sorte de caméléon, quand même. Caméléon un peu fou. Qui ose. Donc, je change de personnage. J'aime bien changer de personnage. Qu'est-ce que j'ai fait là dernièrement ? C'est quoi les dernières vidéos ? J'en ai regardé pas mal ce week-end, mais je sais pas si j'ai vu dans l'ordre parce que j'ai laissé l'algorithme me les donner. T'avais le salon du mariage, il y avait le blues dans le métro. Ah ouais. Non, là, par exemple, dernièrement, j'étais à Tolbiac. Donc, j'ai fait la gaucho. C'était marrant. Mais ils n'ont pas apprécié. Waouh. Vraiment, eux, ils sont premier degré, les gauchos. Incroyable. Très, très premier degré. Ah, j'ai une théorie là-dessus. De quoi, sur les gauchos ? Sur pourquoi, dans certaines situations, les gens sont très, très premier degré. Et notamment des situations, j'allais dire, hyper militantes. Ouais. J'ai vécu ça quand j'étais... j'ai fait 1 an de lycée au Canada. J'ai fait une session des Nations Unies Junior, tu sais. Ouais, très j'ai bien. représenté la France, car j'étais française en échange. Donc mais c'est énorme, ce truc. Ils m'ont filé la France. Et on était pendant 4 jours dans un lycée d'accueil, tu vois. Et
Et même si je rentrais tous les soirs dans ma famille d'accueil, il y avait vraiment un côté la journée, voilà. Ouais. Il n'y avait pas encore les portables, machin, donc on s'échangeait des mots par les pagers. Ouais. Donc c'était des élèves des classes inférieures qui transféraient les petits mots de l'Assemblée générale au Conseil de sécurité, où j'avais 2 potes qui représentaient la Russie et la Chine, je crois. Enfin bref. Et bref, pendant 4 jours, c'est devenu sérieux, c'est-à-dire que je portais les négociations d'une résolution qui devait permettre l'interventionnisme en cas de génocide. Ouais. Et ça s'appelait les leçons du Rwanda. Et moi, j'avais été traumatisée par le génocide de Rwanda quand j'étais petite, tu vois. Donc, je me sentais vraiment investie d'un truc. Et je me souviens que la dernière après-midi, je devais passer enfin à la tribune pour pouvoir faire mon speech et avoir le vote. Ouais. Sauf que ça commençait à partir en live parce que c'était la fin et que les gens commençaient à déconner. Et donc, juste avant moi, il y avait le Premier ministre du Royaume-Uni qui devait faire une première prise de parole sur mon truc. Ouais. Et donc, j'attends qu'elle prenne la parole. Et elle arrive à la tribune, elle prend la parole. Et en fait, elle raconte n'importe quoi. Elle dépose une motion pour que le Royaume-Uni soit renommé Poudlard et que le Premier ministre s'appelle Dumbledore et tout. Et je commence à pleurer des larmes de rage, tu vois, toute seule, alors que tout le monde rigole autour de moi. Et j'ai vraiment envie de hurler, j'ai envie de me lever en disant « Mais c'est sérieux, mais vous vous rendez pas compte, il y a eu un génocide, etc. » Et j'ai vraiment mis, je pense, 1 heure entière à me rendre compte que c'était un jeu. Parce que je m'étais tellement prise dedans, c'était tellement important pour moi que, je te jure, je tremble et j'ai les larmes aux yeux de raconter l'histoire parce que c'était d'une... Ouais, j'avais l'impression que j'avais un pouvoir d'influencer sur quelque chose qui me tenait à cœur et qu'on venait de me l'enlever, quoi. Et je pense que quand tu débarques, mais toi ou n'importe qui, quand quelqu'un vient faire des blagues sur un sujet que d'autres gens portent, mais viscéralement, tu vois. Non, mais je suis d'accord dans ce que tu dis. Ça provoque un décalage. Je suis d'accord dans ce que tu dis, mais non. Non, enfin, je suis pas d'accord. Non, je pense que manquer de second degré dans n'importe quelle situation, même dans une situation où ta conviction, elle est vraiment très, très mise au service d'une idée, etc. Manquer de second degré, c'est une preuve de faiblesse. Voilà. Ah mais alors moi je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que je me suis rendu compte dans ce contexte que c'était moi qui était bien sûr, bloqué, non mais je veux dire, et c'est une sorte de bêtise, tu vois. Et je me suis rendu compte avec le Tolbiac qu'il y avait moins de second degré en eux que extrême droite. C'est vrai. C'est ouf quand même. Parce que tu as aussi fait donc, une infiltration. J'adore l'extrême droite. Il n'y a pas un truc que je cultive plus. Je les adore. À chaque fois que j'y vais, je me sens tellement à la maison. Mais je te promets, on s'entend mieux. On s'entend mieux. On s'entend mieux, bien sûr qu'on s'entend mieux. Non, vraiment. Voilà, mais vas-y, raconte, c'est quoi les... Un côté plus assumé dans ce qu'ils sont, qui font qu'ils peuvent avoir de l'autodérision sur eux-mêmes. Alors que les militants d'extrême gauche, bon, non, mais je vais pas taper sur eux, mais je les adore aussi. Hein. Moi, de toute façon, j'aime tous les passionnés. Mais dans les militants d'extrême gauche, on dirait qu'on touche à une sorte de choses sacrées, on ne sait pas trop, à leur Dieu. Alors que l'extrême droite, on ne touche pas à leur Dieu. Voilà. Comment t'expliques ça ? De toi, de tes expériences. Comment j'explique ça ? Je sais pas. Je constate, moi, j'explique pas. Hein. Je suis pas Rutel Krief. Mais quand tu parles, donc extrême gauche, t'es allée à Tolbiac, extrême droite, t'es allée dans la Nationale, Manif pour tous, quoi. Je les adore. Là encore, j'étais à Hénin-Beaumont. T'as été à Hénin-Beaumont ? Ouais, moi, j'adore les fachos. Je les adore. Vraiment, je peux pas dire non à quelque chose d'autre. Je les adore. Pourquoi ? Je les adore. J'adore leur peur. Je les comprends très bien dans leur peur très vite. J'adore leur faiblesse. C'est quoi leur faiblesse ? La peur qui est nourrie d'une misère, d'une pauvreté, d'une mesquinerie. Je trouve ça c'est très romanesque. Le militant d'extrême droite est très romanesque. Tu vois, c'est Mauriac, quoi. C'est la bourgeoisie mesquine, pleine d'histoires, de peur, très renfermée sur elle-même. Ça sent la poussière. J'adore. Ouais, moi, j'ai la sensation qu'il y a une peur du changement, quoi, de pas reconnaître le monde dans lequel on vit.
Tandis qu'à l'extrême gauche, il y a une l'extrême peur de gauche, voir le monde tu pas vas me dire changer. qu'il n'y a pas une peur du changement? Si, alors j'allais dire, il y a une peur que le monde change pas. C'est-à-dire que c'est selon à qui tu parles, comment tu parles, il y a un côté. Non, mais le fait de ne pas accepter la mondialisation capitalisée dans laquelle on vit, à l'extrême gauche, je la trouve aussi quand même assez pleine de rêves. Ah oui? Toute pleine de rêves. Bref, j'aime pas trop parler politique. J'aime pas trop parler politique parce qu'en vrai, je me rends compte que je suis pas du tout politique. Ouais. Ça veut dire quoi être politique pour toi? Être politique, c'est avoir des convictions politiques. J'en ai aucune. Ça, c'est quand même aussi remarquable. J'ai compris, en étant comédienne, que je n'ai absolument aucune conviction. Aucune. À part le bien et le mal. Le bien, le mal, mais c'est quoi tes repères Parce que c'est moraux, basiques. C'est pas forcément évident, le bien et le mal, pour tout le monde. Non, bien sûr que non. C'est une vraie recherche, etc. Mais c'est ça ta boussole. C'est autour de ça que tu crées ta recherche. Okay. Ça me fait marrer et tout, hein. Mais non, pas déconner. Alors, c'était quand la première fois que tu as douté de ton talent ou de tes capacités? Que j'ai douté? Ouais. Ah oui, je sais quand. Je me rappelle pourquoi j'ai choisi cette question. J'ai passé un test de logique qui s'appelle le GMAT. D'accord. Qui est un test américain pour pouvoir entrer dans les universités américaines, etc. Au moment où j'avais encore. Ah oui, donc là, c'est sérieux, tu voulais vraiment... Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, patatras. J'ai compris que j'étais un peu trisomique. Tu vois, un peu, j'avais un retard quelque part. Hein. J'ai eu un score lamentable. Mais quand je dis lamentable, c'est catastrophique, où on peut se poser des questions intellectuelles sur son QI. Ça m'a bouleversée pendant quelques semaines. Je pensais vraiment que j'avais une faiblesse intellectuelle très poussée, hein. Un retard. Ce qui est peut-être vrai. Mais alors, donc, tu as fait ce test, tu étais déjà à Sciences Po, tu étais déjà diplômée et tout. Ouais, bien sûr. Tu avais toute cette scolarité brillante derrière toi. Et Ah bah évidemment, mais quand tu affirmes noir sur blanc avec un papier que là-dessus, tu as un QI presque sous-développé, tu peux avoir fait tout ce que tu veux avant, t'y crois. Et alors, ça fait peur. J'imagine que si tu me racontes ça, c'est que tu l'as relativisé d'une certaine façon évidemment. depuis. Ah. Évidemment. Bah, j'ai compris qu'en effet, je suis pas très rapide. Voilà. Je suis très mauvaise en calcul mental. J'ai fait une S en plus, hein, j'ai eu une très bonne note bac. Je suis très mauvaise en calcul mental, j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Tu mets un écran là comme ça, je te mets 3 heures à trouver un truc comme si j'avais 75 ans. Tu vois ou pas? Ouais. Sur mon portable, je suis comme ça, je comprends pas. Tu vois les gens quand ils sont bourrés, comment ils écrivent des textos? Ouais. Et ben moi, je suis comme ça dans la vraie vie. Sobre. Voilà, Instagram évidemment, tous les trucs, Instagram et ça, je sais pas. Je suis très mauvaise. Donc j'ai lâché. Je m'en fous. Donc j'ai un petit papier, un petit stylo. Oui, donc t'as pas la forme d'intelligence testée par ce test. Enfin, tu n'excelles pas dans cette forme-là, mais c'est pas la seule. Hein. C'est quand même un truc assez général. Hein. Oui. Ça englobait quand même une logique assez générale. Non, voilà, je suis lente. Oui, bien sûr, mais le fameux tester, en fait, le test est une forme d'évaluation et on n'est pas forcément tous et toutes aptes à réussir un test comme ça. Je dirais même qu'il y en a qui sont carrément inaptes, et dont je fais partie. Ça ne préjuge en rien de ton intelligence. C'est cette forme-là d'intelligence. C'est une forme d'intelligence que t'as pas. Et sur cette forme d'intelligence que t'as pas, c'est pas grave parce que tu compenses avec ce que t'as dans la vie. Autre truc très important. Ça sert à rien de modifier ses défauts et ses trucs. Il faut juste miser sur tes qualités toujours. Tu vois ? Tu mises sur quelle qualité ? Moi, sur mes qualités, de pas avoir peur, d'être très bonne physiquement, tu vois. D'être sexy, d'avoir un visage d'ange, de pas avoir peur, de mon absence de timidité, tout ça c'est mes qualités, tu vois. Tu mises là-dessus pour t'incruster partout. Voilà. Alors, physique de star. Je suis très contente que tu aies choisi cette question car je l'aime beaucoup. C'est quoi ? Mais il faut effectivement que la personne la comprenne parce que sinon ça sert à rien de la poser à quelqu'un qui n'oublie pas le score que j'ai eu. Là. Donc j'aime beaucoup cette question. Le jour où j'ai compris que j'étais une femme. Premier jour de théâtre.
C'est vrai? Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout. Ah, vas-y, raconte. Non, j'ai compris qu'en fait, de un, j'étais une femme, et de deux, qu'il fallait que je sois la femme pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir tout le pouvoir que je désire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris, déjà, je pense que l'art, de manière générale, est le seul endroit où la femme est placée là où elle doit l'être. C'est-à-dire en number one. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le seul endroit dans le monde, l'art, où la femme a la place qu'elle mérite. Non? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je sais pas, c'est... Je crois que c'est tout. Hein. Donc déjà, quand t'arrives avec tes femmes et que t'arrives dans l'endroit où t'as la bonne place, c'est-à-dire la place number one, parce qu'on dira ce qu'on veut, mais la comédienne capte la lumière, il y a quelque chose de magique dans une comédienne. Tu vois, c'est pour ça que la beauté est importante, quelle qu'elle soit. Quand t'es comédienne, ta beauté prime et joue avec ce que tu es, ce que tu dois transmettre, etc. La beauté, c'est pas un code, hein. C'est la beauté. Oui, c'est le beau. C'est pas un portrait robot de quelque chose. Non, c'est pas Émilie Ratajkowski. Même si elle incarne une forme de beauté, mais il y en a plein d'autres. Oui. Donc, c'est très kiffant d'arriver et d'enfin, sans devoir te battre ou imposer un truc qui n'est pas imposé, d'avoir la place number one en disant c'est parce que je suis femme qu'au théâtre, je vais être la meilleure. Tu vois ou pas? Pas la meilleure par rapport au mec, mais la meilleure tout court. C'est en étant de plus en plus femme que mon jeu va avoir des palettes de plus en plus diverses et je vais être la meilleure. Ok, t'as eu l'impression de vraiment trouver une place et une place de choix en étant une femme dans ce milieu. Mais en fait, quand t'es comédienne, t'as la place qu'il faut, t'as la place de la lumière et où la femme est supérieure à tout le reste. Oui, c'est-à-dire qu'on te reproche pas, enfin c'est pas un problème d'être une femme quand t'es comédienne. Tes atouts féminins au théâtre, c'est ce qui va te permettre d'atteindre la puissance et le côté presque sublime. Ok. Tu vois? Voilà. Alors, je vais reformuler, tu me dis si j'ai compris. Parce que moi, donc dans ma vie de femme et féministe surtout, j'ai la sensation que peu importe les cartes qu'on a en main, à la naissance, tu vois, d'où on vient, tout ça, toutes les cartes qu'on a en main, il n'y en a jamais une gagnante dans le jeu des femmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'atout. L'atout, c'est d'être un mâle alpha, ça c'est l'atout du jeu de la vie, parce qu'eux peuvent gagner. Et les mecs, ils ont des cartes gagnantes par catégorie, tu vois. Si t'es pas le mâle alpha, mais que t'es par exemple le gros rigolo, ça va, tu peux être heureux, tu peux réussir en tant que gros rigolo. Et qu'en fait, les meufs, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, on n'a pas de carte gagnante. Donc par exemple, si t'es belle, ben, c'est un peu con parce que c'est un stéréotype, la mannequin. Je suis pas d'accord. Alors là, je suis pas d'accord du tout. Mais du coup, par rapport à ce que tu racontes, j'avais l'impression que pour moi, théâtre, l'ordre des choses, gagnante. L'état de nature est complètement différent. Ok, on repart dans l'état de nature. Il n'y a pas de carte alpha, etc. Pour moi, l'état de nature, c'est que la femme, par sa beauté et sa puissance, soumet l'homme qui en est fasciné. Et dans sa soumission à la femme, qu'on remarque dans tout, l'homme est soumis à la femme, de manière générale, et à la beauté de la femme, et à ce qu'elle est, de ne pas avoir réussi... et la société a essayé d'inverser ce rôle depuis le début, parce qu'on a peur de la femme, et de la puissance qu'elle peut avoir sur un homme. Parce que entre un homme et une femme, celle qui a le pouvoir, c'est toujours la femme. D'office, la femme a le pouvoir. Et l'inversement des choses dans la société montre bien leur frustration, qui est parfois un peu pathétique, mais que je reconnais, que j'admets avec une certaine tendresse, tu vois. Essayez toujours. Essayez toujours. Si je me promène devant vous avec une jupe, vous allez devenir fou. Et je peux provoquer votre folie. Et je peux, en parlant, et te rendre fou. Toi, jamais.
Tu m'en auras pas vous, je m'en fous de toi. Tu peux juste me casser les couilles. Couilles que je n'ai pas. Donc, dans cet ordre des choses, la femme, dans la société, la femme, on a toujours voulu la faire chier en lui disant qu'elle était plus faible, etc. Chose qui est complètement fausse. Fausse, il n'y a pas plus faux. La femme, c'est la force par être... Enfin, je peux même pas... C'est même pas... Comment tu veux démontrer quelque chose qui est vrai de... Ah, c'est dur d'expliquer une évidence. Voilà, c'est une évidence. Enfin... Mais alors, c'est intéressant parce que je pense que je toi, trouve t'es éduquée ou t'as grandi avec cette évidence. Non, moi, pas du tout. Mais tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte comme t'as toujours le pouvoir, toujours, tout le temps, en étant une femme. Je m'en suis jamais rendu compte. Non, mais tu te rends pas compte. Là encore, dans ma décapotable, j'étais dans ma décapotable, il y a une araignée. Je déteste les araignées. J'ai failli faire un accident, je m'arrête, je dis « Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me tuer mon araignée ?» Et là, le mec, il me dit « Vous êtes jolie, donc je le fais. » Évidemment, si j'avais été un mec... Ah, ça marcherait ça ne serait jamais. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? À mon service, l'homme. Toujours à mon service, l'homme. Et là, il a pris l'araignée et il l'a jetée. Et je lui ai dit... C'est un acte viril et citoyen. Et je suis partie. Tu vois ou pas ? Tu crois qu'un mec, il peut faire ça sur un autre mec ou sur une femme ? Moyen. Non. Moyen. Ok. Et ben sache qu'en étant femme, tu es le plus grand des chefs. Tu vois ou pas ? T'es un dictateur. J'adore. Okay. Mais en étant femme, si j'avais fait wesh, tu peux venir gros là ? Non. Il a fallu que je fasse Monsieur. Tu vois ou pas ? Je vois, d'accord. Et ben, au théâtre, tu comprends ça. T'as pris conscience de ça. Tu comprends que t'as tout le pouvoir. Avec le théâtre. Et qu'on a voulu te faire comprendre le contraire. Et qu'encore, moi c'est ça, les féministes, elles se trompent de nature. Elles rentrent encore dans un truc où, comme quoi ce serait le contraire. Comme quoi on aurait une faiblesse. Non mais pas du tout. Wow. Ah, je pars pas du principe qu'on a une faiblesse. Non mais... C'est plutôt le côté... J'ai l'impression d'avoir grandi dans un monde où j'avais pas les mêmes opportunités. Mais c'est pas vrai. Je comprends. En tant que femme, tu peux tout défoncer. Moi, présidente de la République. Moi, présidente. Pourquoi moi, présidente ? Parce que moi, femme. Moi, présidente, beaucoup plus d'embûches. Moi, présidente, les meufs, j'y vais. Il y a un boulevard. Moi, présidente. Et moi bonne, à moi de ouf. Tu vois ou pas ? Bah ouais, pourquoi Ségolène Royal, elle s'est autant fait bolosser alors quand elle était candidate ? Pourtant, elle était pas mal. Hein. Non, mais elle a raté de peu quand même ton affaire. Ah oui, bah elle a raté quand même quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ouais, mais bon, je pense qu'être une femme, c'était un atout parce que Ségolène Royal, la tête de Ségolène Royal dans le corps d'un homme, elle avait moins de chance tout d'un coup, non ? Tu vois pas ce que je veux dire ? Je pense qu'elle a clairement misé sur je suis la première femme potentiellement capable d'être élue présidente de la République française. Et c'était son atout. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Mais franchement, elle avait en face d'elle un vrai monstre, enfin, tu vois. Ouais. Mais le fait qu'elle soit femme, c'était son atout. Tu vois ? Oui, je pense que c'était plus un atout que... Plus un atout qu'une faiblesse. Maintenant que les gens ne soient pas aujourd'hui capables de reconnaître qu'une femme qui est en plus belle peut diriger le monde, ça c'est leur problème. Mais c'était un atout pour elle. Ok, je suis d'accord avec ça. Le monde et la France. Tu m'as sélectionné comme question le jour où je me suis surprise. Ah ouais. T'es sûr, il y avait quoi en dessous, il y avait quoi en haut? Est-ce que je me suis trompée, tu sais? Le jour où je me suis fait peur. Non. Le jour où je suis sortie très loin de ma zone de confort. Le jour où je me suis surprise. Non. Non, je l'ai pas, celui-là. Surprise. Ok, c'est pas grave, j'ai improvisé. Le jour où j'ai pris conscience de mon pouvoir. Donc, c'est la même chose. C'est quand t'es devenue comédienne. Ouais, la scène. La scène. Ok. Pouvoir et en même temps, non, parce que je suis très soumise à mon public. Enfin, je suis... mais ouais, il y a un moment de prise de pouvoir sur scène qui est délicieuse. Ça fait combien de temps que tu fais de la scène, du coup? T'as commencé Depuis octobre. Depuis octobre, ok. Ouais. Ça, c'est top. Alors, tu joues tous les jeudis, c'est ça? Alors, je jouais tous les jeudis avant que le théâtre fasse faillite. Ça, c'est une chose. Et là, je fais une représentation le 7 juin à la Tour Eiffel, au théâtre de la Tour Eiffel. N'allez pas à la Tour Eiffel pour me voir. Hein.
au théâtre de la Tour Eiffel et ça va être top. Et l'année prochaine, je reprends, je pense, 2 à 3 fois par semaine, mais je sais pas encore où. Tu me tiendras au courant. Ça, c'est le kiff. C'est quoi le pire obstacle ou la pire épreuve que tu as eu à affronter? J'ai écrit ça encore? Non, ça c'est moi. Ah, ok. C'est moi qui pose des Pire questions. obstacle. J'ai le pouvoir. Bah, là, les billets pour la Colombie deviennent très très chers. Je pense que je vais pas pouvoir y aller. Ça me fait bien chier comme obstacle. Pire obstacle? Il y en a plein des obstacles, mais le pire obstacle, non. Il y a plein d'obstacles. Mais le vrai truc, c'est de pouvoir toujours se relever et de réfléchir par rapport à l'obstacle dépassé, mais jamais être freiné. Au contraire, c'est tac. Tu sais, c'est une puce. Et alors, c'est quoi ta réaction, ta stratégie face à l'obstacle? Face à l'obstacle, déjà pas faire de déni, genre il s'est rien passé. Donc je me prends toujours un petit temps assez pathétique de grosse déprime, etc., où tout sombre. Et après là, c'est l'élan de vitalité qui dit, une fois de plus, je vais tous les niquer. Donc la compétition, c'est ton moteur? Non, parce que je me dis pas, elle, je vais la niquer. C'est de manière générale, le monde, je vais le niquer. Et c'est pas un terme qui vise à étouffer le reste. C'est juste un terme qui dit, je vais pas faire comme les autres. Voilà. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? De faire les choses par étapes. Lentement, en fait, tu vois. C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Quand on dit, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Et tu vas peut-être te planter. Là, je suis en colère. Et je suis en colère que des gens pensent ça et puissent le transmettre à d'autres. Ça me rend dingue. La vie n'est faite que d'impossible. Enfin, tu vois ou pas? Ouais. C'est l'impossible qui rend la vie dingue. Donc, il faut se mettre de l'impossible partout et le rendre réalisable. Tu vois? Je me supporte pas les gens qui mettent des limites. Dans les rêves, dans les ambitions, dans les trucs, ça me rend folle. Il n'y a pas de limite. Sky, étoile, stars. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est le conseil de mon père depuis que j'ai 5 ans. Mon père, il est avocat. Mais il y a l'article 22. L'article 22, dans la vie, démerde-toi comme tu peux. Et ça, c'est un principe de vie. L'article 22, tu l'appliques peut-être 25 fois dans ta journée, tu vois ou pas? Ouais. Tu vois ou pas? T'es dans la merde, l'article 22. Tu rates ton train, l'article 22. T'as plus d'oseille, article 22. Enfin, tu vois, c'est tout le temps. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil. C'était hyper intéressant de parler avec toi. C'était le début, moi je l'ai trouvé un peu plan. Désolée, je suis un peu en diesel. Non, pas toi, moi. Mais je suis pas d'accord. Et en plus, combien de temps ça dure après ce podcast? Ça fait 1 heure. Et après? Comment ça? Tu le mets combien de temps? Bah non, mais on a tourné un peu plus d'1 heure là. Je pense que ça a fait. Ouais, mais après tu le gardes combien de temps? Tu vas pas mettre 1 heure de. Si. Ah, mais les gens aiment beaucoup écouter les trucs longs. Je te crois pas. Bah si, même j'ai des commentaires qui me disent. Parce que moi je suis très chemin de la connaissance France Culture. Tu connais ou pas? 10h du mat. D'accord. L'émission Philo. Alors non. Le kiff. Donc je me l'écoute en podcast. Mais moi j'ai l'impression que je suis une mamie quand je fais ça. Ça dure 1 heure et tout. Ah mais non. Il y avait Hegel cette semaine. J'ai fait un trip. Pardon. Mais alors là, 1 heure de moi. Ouais. Ça va être écouté. Ouais. Ils sont pas fous les gens. Mais les gens, écoutez, Attends, venez nous donner des commentaires pour dire que vous avez écouté jusqu'au bout, quoi. Ouais, qui a écouté jusqu'au bout? Donnez-nous des prénoms. S'il y a quelqu'un qui a écouté jusqu'au bout, je lui file une place pour le truc de la Tour Eiffel, mais je doute. Même ma mère, elle va pas l'écouter jusqu'au bout. Alors on va filer des places. Je pense qu'on va faire gagner des places. On va faire gagner des places. Écoute, on n'a qu'à dire ça. Les premières personnes qui ont écouté jusqu'au bout. Hein. D'accord. Alors, il y aura un terreau surprise à la fin. C'est ça, faut m'envoyer un mail, clémence@mademoiselle.com, la date d'envoi du mail. Ouais, et je viens vos photos aussi. Faisons foi. Prouvez que vous êtes des humains. Ouais, je sais pas. Et vous êtes invité au spectacle de Marie Sans Filtre le 7 juin.
Ok. Bah merci beaucoup. Et Ouais. puis à très bientôt sur YouTube et sur scène. Donc Ouais. Sur scène, c'est la folie. Hein. j'ai Ça hâte va de pas voir manquer. Hein. Ah ouais. C'est la folie. ça. Merci beaucoup Marie. Allez, gros bisous. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.